Bien, bonjour tout le monde Bonjour. et bienvenue sur la chaîne de culture ukrainienne. Je suis aujourd'hui encore en compagnie d'Irina, donc nous sommes côte à côte, c'est pour ça que vous me verrez parfois tourner la tête hors du champ. Le sujet du Oui, jour, ça va être la journée de l'unification et de la liberté. Avant ça, j'aimerais juste rappeler un petit mot, c'est que nous sommes toujours en recherche de collaborateurs pour, si vous avez de l'expérience ou des compétences, une expertise ou une passion pour la culture ukrainienne, vous êtes bienvenus pour en discuter avec nous sur le sujet de votre choix. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter. On va pouvoir donc commencer sur cette célébration, le 22 janvier, qui est donc une célébration c'est la ukrainienne. fête. Oui, c'est la fête nationale maintenant de l'unification et la liberté. On va voir pourquoi unification et comment ça se passe que ce mot est complet comme ça, unification et la liberté. Et c'est pourquoi c'est 22 janvier aussi. Pour ça, il va falloir qu'on fasse un petit peu d'histoire. En fait, cette vidéo, elle va être plutôt une vidéo historique, un petit peu moins événement culturel que les précédentes. Et donc, on va l'établir dans un ordre chronologique, comme vous le voyez sur le plan qui est prévu, rien de bien compliqué. On va passer rapidement sur tout ce qui s'est passé avant 1918, et on va passer un temps assez important à vous parler de ces années 1918, 1919 et 1920, qui, comme on le verra ensemble, sont des années où le territoire ukrainien s'est mieux défini. La nation elle-même existait En déjà, fait, mais le territoire s'est mieux défini. on l'appelle aussi révolution ukrainienne. Ces années, on prend de 1917 jusqu'à 1920, toute cette période, révolution ukrainienne pour historiens, ils savent de quoi il s'agit. On vous invite d'ailleurs, les historiens. On fera une éclipse sur la période de l'URSS qui n'est pas notre intérêt aujourd'hui. Et puis, on vous parlera quand même de comment cette fête est célébrée aujourd'hui. Et on fera une conclusion sur cette unification de l'Ukraine. Et préparez-vous, ça sera long. Peut-être en deux parties, c'est pas sûr encore. Déjà, pour commencer, le peuple ukrainien, on va pouvoir parler de peuple ukrainien bien avant l'idée d'avoir un territoire, un pays ukrainien. La première mention du mot ukrainien date de 1187. Et avant cela, on avait déjà un peuple qui se reconnaissait. Vous avez ici à l'écran l'exemple d'une pièce de monnaie frappée aux alentours des années 1000 et qui contenait déjà ce trident qui est un emblème de l'Ukraine. Et pour tout vous dire, le trident que vous voyez ici, qui ressemble beaucoup à celui d'aujourd'hui, est déjà l'évolution de tridents plus primaires qu'on pouvait trouver en amont de ces périodes. Donc l'idée d'un peuple qui ait une culture commune dans cette terre, c'est déjà quelque chose de très ancien. C'est le monnaie de Volodymyr, ce qu'on vient de montrer. Si on continue à avancer, là vous avez un exemple d'une carte qui montre la région qui est devenue ce pays d'Ukraine. Eh bien, disons qu'entre 1187 et les 1917 où nous allons aller, on va passer assez vite sur la période, il y a eu différentes nations, les Russes de Kiev, il y a eu des principautés de Galicie-Volhynie avec les Habsbourg, il y a eu des hetmans cosaques qui sont un régime un petit peu particulier qu'on ne connaît pas forcément très bien en France. Tout ça, j'espère qu'on pourra l'explorer dans de prochaines vidéos. On va aller assez vite jusqu'aux républiques populaires ukrainiennes. La carte que vous voyez ici, elle, date de 1720, si je ne dis pas de bêtises. C'est la carte de Beauplan. Et on y C'est voit un déjà. Français. Il faut dire que Beauplan, c'est un Français qui a vécu environ 30 ans, si je ne me trompe pas, en Ukraine. Et il travaillait pour les Cosaques, avec les Cosaques. Et il connaît très, très bien cette région et nation et beaucoup sur l'Ukraine. Et il a dessiné très beaux cartes, très belles cartes. Ouais. Si vous voyez là où je mets la souris, c'est pas évident de lire sur la carte qui est quand même assez chargée en informations, puis qui est un peu approximative par rapport à nos cartes d'aujourd'hui, mais c'est écrit le pays d'Ukraine sur la carte, des Cosaques Parce d'Ukraine, que si je ne dis c'est pas sur de Internet bêtises. qu'on a pris, mais si on prend les ressources bien qu'on garde dans les bibliothèques, etc., on va trouver de bonne qualité, Tout à bien fait. évidemment. Historien. Historiens, ils savent. Quand on va se rapprocher de 1917, juste pour déjà le préciser, au 19e siècle, on va déjà avoir le début de mouvements nationalistes. Donc là, on commence à être vraiment plus proche de la révolution ukrainienne. Et donc, on reparlera de gens comme Ivan Kranko ou comme Taras Shevchenko qui ont eu vraiment un rôle important dans l'identité d'une nation ukrainienne.
En fait, ce que tu voulais dire, que nation a toujours existé. Même si on n'avait pas Ukraine n'avait pas d'État, cette nation, ce qui concerne la langue que les gens ont parlé, les coutumes, les traditions, tout ça existait. Juste, il était pour cette période-là, il était séparé. Charles va vous raconter plus. Il était séparé par deux empires. Ouais, tout à fait. En fait, on peut avoir une nation sans avoir de terre. C'est aussi quelque chose que le peuple juif a connu, par exemple, pendant très longtemps, que d'être une nation indéniablement, sans être forcément attaché à une terre, même si les choses ont changé récemment à ce niveau-là. On n'est pas là pour parler de ce sujet. Donc, juste avant 1918, essayons un petit peu de faire le point sur la situation géopolitique du milieu. On a 3 empires qui sont dans la zone qui correspondent à l'Ukraine. Alors, on a 2 empires, pour être précis, et on a le peuple ukrainien, qui, lui, n'est évidemment pas un empire, il n'est même pas encore un territoire. On a l'Autriche-Hongrie, qui deviendra ensuite la Pologne, la Hongrie, l'Autriche, tout ça va se séparer, on le verra ensemble, qui est clairement un État impérial qui veut grandir son territoire, qui veut faire valoir sa culture à l'étranger, et avec des mouvements nationalistes en son cœur. On a l'Empire russe, tsariste dans cette époque-là, qui est aussi impérial, puisqu'il cherche à s'étendre en Europe. Quand on parle d'Empire russe, le côté impérial de la Russie est généralement tenter d'étendre ses territoires du côté européen. Et au milieu de tout ça, on a un peuple ukrainien, majoritairement agriculteur, qui parle beaucoup la langue russe dans les zones qui sont dominées par l'Empire russe. Ça ne veut pas forcément dire qu'eux-mêmes se sentent russes, ça dépend des endroits, ça dépend des villes. Et en fait, il y a une phrase de Snyder qui est intéressante à mentionner ici, c'est que quitte à être envahi par un empire, il vaut mieux être envahi par 2 empires, parce que les deux peuvent un petit peu essayer de se battre pour que vous les préfériez, on va dire. C'est pour ça qu'à ces moments-là, si on est encore dans ces périodes avant 1918, eh bien, l'Autriche-Hongrie joue avec les nationalistes ukrainiens pour essayer d'aller les influencer du côté tsariste, du côté russe, et leur donner l'envie de faire une révolte là-bas. Et l'inverse est vrai aussi. Donc on a un jeu comme ça avec les nationalistes qui peut se révéler un jeu dangereux, mais qui se met en place dans ces périodes-là. J'ai l'impression que dans l'Empire Hongrie et Autriche, les Ukrainiens se sentaient un petit peu mieux que les Russes. Peut-être c'est mon impression. Ils avaient, en fait, du côté Autriche-Hongrie, ils avaient le droit de parler ukrainien. Ça, c'était une grosse différence avec l'Empire russe, dans lequel ils n'avaient pas vraiment le droit de le parler, même si en pratique, certains paysans l'utilisaient parce que l'Empire ne contrôlait pas tout ce qui se passait dans les campagnes. C'était quelque chose de À classique. ton avis, j'ai une question. Tu penses que Hongrie, maintenant, elle a quand même gardé ses idées impériales? Je connais pas assez la culture hongroise actuelle pour le dire. C'est évident que dans le milieu géopolitique avoisinant, ils sont un petit peu différents. La Pologne a bien pris conscience de l'importance de bien définir ses frontières. Je suis pas sûr que la Hongrie ait des envies expansionnistes. Ils sont parfois un peu trop bien évidemment, par rapport les deux, c'est évident que la Russie elle a gardé toujours son côté empire. Par rapport à Hongrie, c'est intéressant. Écrivez-nous en commentaire votre avis. C'est intéressant de savoir ce que vous pensez. On y va? Ouais, du coup, pour continuer avec 1918 sur l'aspect un peu plus événement, alors en fait, un peu avant 1918 toujours, on va là aussi faire une petite chronologie. Début 1905, on a une série de révolutions qui éclatent dans l'Empire russe. On a notamment ce dimanche sanglant, qui est une révolution qui aura lieu le 22 janvier à Saint-Pétersbourg. 22 janvier ici, pas de lien avec le 22 janvier qu'on verra plus tard. Il a tombé comme ça. Et c'était pourquoi la semaine rouge ou semaine sanguin, parce il était tué beaucoup de gens qui ont manifesté. Il y a à peu près, alors non, peut-être pas 6 000, dans 6 000 ce sera à Odessa plus tard. En tout cas, il y a eu énormément de manifestants pacifistes. Si je me trompe pas, 1 000. Mais peut-être je me trompe, on ne va pas vous dire les chiffres, mais ce que je veux dire, que ça commence le mouvement quand les gens ne sont pas contents et vont dehors pour les manifester. Et c'était encore régime de tsar qui donne cet ordre de tirer sur le peuple.
tous ces événements, ils ont donné lieu à une série de grèves dans l'Empire russe. Et ukrainien aussi? Et ukrainien par l'extension, puisqu'il y avait donc toute une partie de l'Ukraine qui était sous cet empire. À tel point que ces grèves par expansion se sont enflammées jusqu'à Odessa. Notamment, je cite Odessa, puisque en juin, il y a eu le retour du fameux Potemkin. Alors, pour ceux qui le savent, c'était pas juste un cuirassé qui revenait au port, c'était un cuirassé mutiné qui revenait au port, dans lesquels les matelots avaient repris le commandement quand on... Bon, il y a toute l'histoire du Potemkin, je vous laisserai vous renseigner là-dessus, mais bref, c'est les matelots qui avaient repris le commandement parce qu'ils étaient trop maltraités. Et donc, d'un point de vue symbole populaire sur le prolétariat qui se remonte contre la direction, c'était un symbole fort. Et donc, les Russes ont évidemment bien pensé que dans une zone déjà enflammée, le retour du Potemkin risquait de créer vraiment un début de révolution, à tel point que la police là-bas se sont mis à tirer sur les manifestants qui manifestaient donc sur l'escalier que vous voyez ici, qui est l'escalier de Richelieu à Odessa, et ont tué là pour le coup près de 6000 manifestants. J'en profite pour indiquer d'un point de vue culturel que Odessa est une ville qui a été fondée en fait par Richelieu, le duc de Richelieu, le français que beaucoup de gens connaissent historiquement. Donc si on avait nous en France les mêmes idées que la Russie, on pourrait revendiquer la possession de cette ville, puisqu'après tout c'est un Français qui l'a fondée. Il a même été le premier gouverneur de la ville, et d'où son nom associé à cet escalier. C'est intéressant peut-être faire la vidéo sur Odessa en particulier. Ouais. Et si vous connaissez encore une fois quelqu'un qui connaît bien le sujet et qui peut intervenir, n'hésitez pas à nous contacter. Ce genre de révolutions vont avoir lieu à peu près jusqu'en 1907 avec beaucoup de répression. Au final, ça va se calmer un petit peu après ça. Les idées nationalistes, elles, par contre, auront vraiment commencé à s'ancrer dans la population ukrainienne suite à ces différents mouvements. Si on continue un petit peu, on va aller jusqu'à 1914 maintenant. Avant de parler de l'aspect guerre, déjà, en 1914, il y avait une première revendication de la nation ukrainienne qui avait été celle de vouloir célébrer les mémoires de Taras Shevchenko, un poète ukrainien qui écrivait en ukrainien, ce qui était évidemment très rare et même parfois interdit en fonction des zones pour l'époque. Et donc, la nation a voulu fêter ce poète, qui a été interdit par l'Empire russe et ce qui avait là aussi mené à des petits mouvements de contestation et encore une fois des revendications nationalistes. Justement, pour avoir une idée sur Shevchenko, il était pas juste interdit d'écrire en ukrainien pour lui, mais interdit d'écrire en général. Il était envoyé à Kazakhstan, où il est vécu comme une espèce de prison là-bas, et avec l'interdiction d'écrire même pas un mot, mais il est passé en peintre. Et là, en Kazakhstan, il s'est exprimé grâce à la peinture. Ouais. Et puis, il est revenu en Russie, mais l'Empire russe toujours méfiait très fort par rapport à ses œuvres. Et même, il a eu la proposition d'écrire en russe, mais il n'a jamais voulu le faire. Et c'est pour ça la Russie a presque interdit. En fait, ça dépend de l'époque, mais il est méfié toujours de Shevchenko parce que c'est un grand symbole ukrainien. Donc, du coup, comme tu dis, il avait c'est pendant la manifestation qu'il a mis le portrait de Shevchenko. C'est ça que tu dis. Ensuite, on va arriver sur la partie Première Guerre mondiale. Donc, l'expansionnisme étant ce qu'il est dans les empires. Pour le coup, c'est les Russes qui ont commencé de ce côté-là. Une fois n'est pas coutume. Il y aura eu la bataille de Limberg qui va marquer le début des conflits dans cette zone, avec donc une avancée de l'armée russe du côté austro-hongrois, où ils viennent récupérer du coup une partie aussi des zones qui appartenaient à l'Autriche-Hongrie, dans laquelle il y avait des Ukrainiens. Je mentionne surtout ça parce qu'en fait, ce début de Première Guerre mondiale, là aussi, il va pousser encore une fois l'effervescence d'un nationalisme ukrainien, puisqu'on a d'un côté des Ukrainiens de l'Autriche-Hongrie, qui se revendiquent ukrainiens, contre de l'autre côté des Ukrainiens russes, si on peut dire, des Ukrainiens de l'Empire russe, et les deux se battent les uns contre les autres, se reconnaissant comme étant quand même un peuple uni, mais devant se battre par des lois d'appartenance à différents empires. Donc là aussi, il y en a quelques-uns qui vont se dire qu'il y a peut-être un truc stupide dans l'histoire. Vous pouvez imaginer comment c'était horrible pour les Ukrainiens qui ont parlé la même langue et devaient se tuer, en fait. Parce que justement, ils étaient chacun dans le camp les adversaires.
Là, maintenant, on commence à arriver vraiment plus proche de 1918 avec 1917. Alors, évidemment, 1917, quand on parle de zones liées à l'Empire russe, l'un des événements essentiels qui a forgé la suite de l'histoire, c'est la Révolution rouge. Donc là, on a les débuts des mouvements prolétaires. Oui, en Ukraine, dans chaque ville, chaque grande ville, on avait les mouvements, les grèves, les manifestations. Et sauf que je pense que la différence était entre ce qui se passait en Russie et en Ukraine. Bien évidemment, tous les paysans et les ouvriers, ils n'étaient pas contents parce que après, suite à la Première Guerre mondiale, il y avait manque de nourriture. C'était désastreux. Les conditions de travail, les conditions de la vie étaient pas du tout bien. Mais sauf que les Ukrainiens, il avait ce mouvement aussi, en plus, nationalisme. Ils ont commencé à se sentir plus unis. Je sais pas comment on peut l'expliquer en fait. Pas juste on veut améliorer la condition de la vie, mais aussi on manifeste, on se sent les Ukrainiens. C'est étonnant parce que, comme on le verra en plus par la suite, la révolution, c'est souvent quelque chose qui n'a pas de frontières. Donc là-dessus, il y aura peut-être des éléments à rajouter que, en tant que non-historien, on a du Oui, mal oui, mais c'est à clair exprimer. que Ukraine était aussi pris par l'idée de communisme. Et beaucoup des Ukrainiens ont croyé à cette idée. En Europe aussi, il y avait le mouvement au communisme. On a tous passé par cet état d'avoir quelque chose de nouveau à venir, une idée qui pouvait être bien, mais finalement, il était utopique. Voilà. On continue. Profitant en tout cas du désordre ambiant lié à la Révolution, il y a justement une poignée de nationalistes soutenus par une partie de la population, pas forcément si grande que ça à l'époque, il faut le reconnaître, qui ont forgé un conseil principal, le Rada central, et qui ont pris une première autonomie vis-à-vis de l'Empire russe. Alors on peut parler que d'autonomie pour l'instant, en formant donc la République populaire d'Ukraine. Je vais revenir un petit peu avant quand on a formé Rada centrale. Ça a commencé par les partis. Est-ce que tu peux revenir à slide avant? En fait, quand les mouvements ont commencé, on a commencé en Ukraine à créer les partis politiques, les différents partis politiques. Et un des grands partis politiques s'appelle Rodina. Ou Rodina. Rodina en ukrainien, ça veut dire famille. Mais comme elle écrit pareil et quand on le prononce Rodina, ça veut dire la mère patrie ou le pays, quelque chose comme ça, qui est plus près du communisme. Et donc, quand l'Empire russe a vu ce nom, il a laissé de donner la suite de cette association qui en Ukraine appelée plutôt famille. Et eu ce familial, et c'était le plus grand parti, association politique, on peut dire, qui a donné cette naissance de conseil central, donc Rada central. Tu peux passer sur cette slide, Rada central. Qui, comme vous voyez ici, c'est leur bâtiment où ils ont fait leur réunion. Et sur les photos, on voit tous les gens qui étaient le membre de Rada central. Il y en a 3 qu'on va peut-être Oui, détailler un peu plus. voilà. Donc, le président de Rada centrale et après, justement, de République populaire ukrainienne, c'était Mikhailo Grushevsky, qu'on voit tout à droite. À gauche. À gauche. Et au centre, on voit le Petlura, Simon Petlura, qui était général. C'est un personnage qui a beaucoup fait, personnage central de la révolution ukrainienne de cette époque.
Et tout à droite, on voit Vladimir Vinnytchenko, qui était aussi dans le Rada central. Il prit beaucoup de décisions. En sachant ce qu'on doit savoir ici, que Petlura, il était plutôt guerrier et général, donc il s'occupait de la guerre. Et c'est lui qui a dit toujours que la guerre, c'est quelque chose qu'on ne peut pas passer à côté avec les moscovites. Si on veut avoir notre indépendance, il était plutôt pour indépendance, on doit faire la guerre. Sauf que Vinnytchenko, qui est à côté, il était écrivain, il était pacifiste. Il fait tout pour ne pas avoir la guerre. Et en plus, il était communiste, il croyait beaucoup aux bolcheviks. Quand on dit tout, c'est qu'il a quand même été capable de renvoyer des soldats en plein début d'invasion. Il On a va, renvoyé, on reviendra là-dessus, mais on va voilà, en c'est parler, ce oui. genre de choses-là Ça. quand même. Et donc, Grushevski aussi était écrivain et historien, qui était plutôt de côté l'idée qu'on va essayer d'éviter les guerres, on va chercher les solutions démocratiques. Donc, ces deux-là, ils ont essayé de chercher plutôt solutions démocratiques avec le Moscovie Pacifiste. et pacifiste. Et Autriche et Hongrie éviter la guerre. Mais Petlura, elle savait que on peut pas, on doit passer et faire cette guerre. L'un des rôles du Rada central, en tout cas en tant que conseil, c'était de promouvoir des articles qui avaient un rôle un peu de loi, de constitution. C'est des choses. On n'a pas ce concept-là en France. D'ailleurs, le mot lui-même, ici, les universals, ce sont des mots qu'on a gardés en anglais parce qu'on n'a pas trouvé de traduction de ce mot en français. Mais voilà, ça a une vocation un peu constitutionnelle d'être vraiment un texte qui fait autorité pour la nation. Oui, c'est un document pour le peuple, pour les autres pays, pour dire que qui nous sommes, qu'est-ce qu'on veut, comment on est. C'est pas vraiment constitution, c'est un document, les premiers documents de l'indépendance, on peut dire comme ça. Après, il y a 4 universals que vous pouvez voir sur l'écran. Donc, le premier universal, il parle de autonomie, parce qu'à l'époque, les Ukrainiens, ils se sentaient les Ukrainiens, mais dans le cadre de l'Empire russe, parce que la propagande russe et tout ça, c'était tellement fort que ça n'a même pas venu à l'esprit avoir l'indépendance, comment c'était fort sous l'impact des Russes, des Moscovites. Parce que c'est quand même des années, des décennies qui est passé, des siècles. Ah voilà, donc ils ont demandé indépendance. Dès qu'ils ont vu qu'il y a bazar et le tsar est tombé, ils ont dit, ah tiens, on peut peut-être avoir plus de droits, au moins pour ne pas faire la guerre l'un contre l'autre en fait. Et du coup, ils ont créé le premier universal pour demander autonomie. Si vous rappelez, vous connaissez, après qu'on a tombé le tsar en Russie, il avait l'état de temporaire. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, un gouvernement temporaire avec Kerechevski, j'ai perdu le nom. Bon, qui n'est pas vu Ukraine même pas autonome, il dit oh, oh, hop, c'est quoi ça, cette truc non, 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 on vous laisse pas autonomie. Donc, les Ukrainiens ont poussé les Ukrainiens à créer le deuxième universal qui dit que, bah, finalement, pas trop autonomie, pas trop tête, etc. Mais au cours des actions qu'on va voir et le développement, plus tard que les bolcheviks ont rentré sur la terre ukrainienne, ils ont commencé à prendre les Kharkiv, genre il y a la même chose en fait que ils ont rentré. On arrivera là. Oui, on arrivera. Ok, d'accord. Donc ce que vous comprenez, il n'y a rien changé. Charles va raconter. Donc du coup, quatrième universal, c'était indépendance. On est arrivé sur ça y est, on veut être indépendant parce que on en a marre en fait de tout ça.
Je te laisse dire, il y a Ouais, le petit on vous met le texte. texte complet, on va évidemment pas lire le texte entier ici. Ce qui est important dans cette universale, c'est la relation avec la guerre qui est indiquée, dans lesquelles il y a une conscience qu'une guerre, qui est même qualifiée de guerre sacrée, risque d'arriver. Et il y a quand même aussi un appel indiqué dans cette espèce de constitution que cette guerre, le peuple ukrainien n'en veut pas. Le peuple ukrainien aspire à la paix, c'est écrit texto. Donc voilà, il y a une conscience que elle risque d'arriver et qui veut la paix prépare la guerre, mais que ça n'est pas la volonté du peuple ukrainien. En sachant que ce texte de Universal, vous avez dans notre article sur notre site Culture ukrainienne où vous pouvez lire tout l'article et il y a ce texte-là qu'on a traduit pour vous. La guerre sacrée, justement, pourquoi on a indiqué ça, ça me fait, quand j'ai lu le texte et quand je l'ai traduit, ça me fait penser à un mouvement une manifestation à Moscou qui était juste après l'invasion Du 24 février du 24, 2022. oui, 2022, justement, où il y a un acteur très connu et il a crié comme un malade dans le micro, guerre sacrée, guerre sacrée. Les gens ont tous guerre sacrée, guerre sacrée. Donc, en fait, 100 ans est passé, rien n'a changé. Ça, comme on verra, il y a encore d'autres surprises de ce côté-là. On arrive en 1918. Avant de vous parler des différents événements de 1918, posons un petit peu les acteurs plus précisément. Du côté de ce qui est l'Ukraine, on a donc la République populaire d'Ukraine, qui est donc la zone centrale d'Ukraine. On verra qu'il y a aussi une République populaire d'Ukraine occidentale qui va jouer un rôle dans les temps qui viennent. On va avoir une Ukraine libertaire de Makhno qui va être juste une zone. J'en parle ici parce qu'on n'en reparlera pas plus tard. C'est juste une zone dans le Donbass. Je dis juste, c'est quand même quelque chose d'assez important, qui a appliqué pendant quelques années une politique anarchiste et qui a tout à fait fonctionné. Ils n'ont fait qu'une seule erreur, c'est qu'ils ont fait confiance aux bolcheviks pour pouvoir survivre, ce qui fait que forcément, ils se sont fait trahir, puis envahir, puis éliminer par les dits bolcheviks. Mais voilà, l'idée à la base était très intéressante. On a d'un autre côté l'Allemagne avec l'Autriche-Hongrie, puis tout ça, ça finira aussi par donner la naissance à la Pologne, à l'Autriche, à l'Hongrie, bon, voilà. Et on a l'Empire russe qui lui aussi va se dissoudre à un moment et donnera les soviets et les volontaires blancs, qui étaient une armée donc de contre-révolutionnaires russes, notamment beaucoup d'anciens hauts placés de l'armée du tsar qui avaient formé une armée entre eux et qui auront aussi un rôle à jouer. Voilà un petit peu les différents acteurs, il y en a beaucoup. On reviendra évidemment sur les rôles de chacun plus en détail, mais c'était pour avoir un petit peu un échiquier de ce qui va arriver. Donc début 1918, première proclamation, pour le coup non pas d'autonomie, mais vraiment d'indépendance par le Rada central. Elle se fait dans un contexte très compliqué, puisqu'on a en même temps les soviétiques qui sont déjà en train de récupérer le territoire. Donc on reviendra un peu après sur comment les soviétiques le font. Ici déjà, il y a un premier élément d'histoire qui est important et toujours célébré en Ukraine, que ce soit sous forme de film ou sous forme de statues, de mémoire, c'est la bataille de Krouty. Oui, la bataille de Krouty qui est arrivée juste à cette période parce qu'on devait signer les bolcheviks. D'abord, il faut commencer par que les bolcheviks ont avancé vers Kiev. Donc, Rada centrale, elle est en train de annoncer la 4e universale, l'indépendance d'Ukraine, en sachant que les bolcheviks, ils sont ici, ils vont prendre Kiev, pas demain, mais après-demain, donc très, très bientôt. Mais quand même, c'était important de prononcer cette indépendance pour avoir après le statut traité, d'État. le statut d'État, mais pour justement avoir l'aide des reconnaissances déjà des pays. On verra après, ça va leur permettre de faire des alliances. Les alliés, avoir des alliés. Donc, si tu n'as pas d'État, tu ne peux pas signer les alliances, en fait. Et
ce que se passe, que les bolcheviks avancent. On comprend que on doit faire les barrières et gagner un peu le temps pour prononcer l'indépendance et pour signer ce traité qu'on va parler. La prochaine slide. Et Petlura, on le charge pour avoir faire cette barrière pour faire les batailles avec les bolcheviks, mais il manque les soldats. En fait, ce qu'il fait Petlura, c'est le général qu'on a montré les photos plus tard au milieu, Simon Petlura, il prend le dernier tram à Kiev qui l'amène vers une école de militaires. Donc, c'est les garçons très, très jeunes là-bas, officiers. Et il monte sur la scène et il fait le discours devant eux. Il dit que c'est maintenant qu'il faut agir, c'est pas demain. Je vous donne pas les ordres, je vous demande parce que le destin d'Ukraine, il va faire maintenant. Et en prenant ces jeunes garçons avec les officiers, les profs qui étaient là-bas. Il y avait à peu près 500 étudiants et une centaine de militaires cosaques établis et avec professionnels. ces cosaques qui étaient avec lui, ils ont tenu la bataille de Krouty pendant 6 heures. Ils ont réussi de ralentir les bolcheviks assez pour que, justement, la prochaine slide qui traitait de Brest-Litovsk sera signée. Alors donc juste pour information, il y avait à peu près 4000 bolcheviks en face, donc on avait un rapport Oui. de force qui était de l'ordre de 600 contre 4000, pardon. Donc on voit bien que... Mais ils savaient que c'est pas pour gagner, mais c'est pour ralentir, justement. Et je te laisse à dire pourquoi c'est important, Brest-Litovsk. Tout à fait. En fait, on a parlé de la Révolution rouge déjà, et une révolution rouge, une révolution en général, ça n'a pas de frontières. Si vous connaissez l'histoire de France, vous savez que peu après la Révolution française, on a aussi de notre côté un peu débordé sur l'Europe. On s'en excuse des fois. Quoi qu'il en soit, ça a été la même chose pour la Révolution rouge, dans laquelle le peuple russe s'est imaginé être maintenant le cœur d'un nouveau monde qui allait, on va dire, contaminé quand on le voit de façon péjorative, mais en tout cas s'épandre dans la population mondiale. Et en fait, ce traité de Brest-Litovsk, pour l'instant signé par le côté, on va dire, ukrainien des choses, il commençait du coup à établir une première zone de frontière, qui n'était pour l'instant pas reconnue, évidemment, par les Russes, mais étant reconnue par d'autres acteurs, notamment l'Autriche-Hongrie ou l'Allemagne, on avait maintenant un État avec des frontières qui signe une alliance avec d'autres États. Cette alliance, elle n'était pas juste par la générosité des Allemands ou de l'Autriche-Hongrie, pas qu'ils ne soient pas généreux quand ils le veulent, mais en général, les pays, c'est pas ça. Rien n'est gratuit à cette échelle-là. L'échange était simple. Aidez-nous à assurer notre sécurité en tant qu'Ukrainiens, et en échange, on va vous fournir du blé, du pain, des grains. En fait, à cette époque-là, on avait des famines un petit peu partout. Alors, famine, c'est peut-être un grand mot, mais on avait des difficultés de nourriture un peu partout, en tout cas en Europe. Et donc, l'Allemagne avait besoin de récupérer des grains. Elle avait vraiment, c'était une alliance très opportune pour elle, contre un échange de sécurité qui, à ce moment-là, semblait être pas si complexe que ça, même si l'avenir aura prouvé que, en fait, si. Donc, les choses se font de sorte à ce que ce traité est signé. L'armée rouge continue à avancer et donc, au final, annexe vraiment quasiment la totalité du territoire de l'Ukraine. Le gouvernement est obligé de quitter Kiev. Et donc, les Allemands et l'Autriche-Hongrie vont se sentir obligés d'intervenir. Et je voulais juste commenter les photos. Oui, je reviens sur le slide précédent. Oui. Donc, sur la photo toute à gauche, on voit le Vinnytchenko qui est en train de signer ce traité, le traité lui-même. Et vous voyez la grande table, même 2 tables, avec plein de gens. Donc, il avait beaucoup de gens pendant ce traité Brest-Litovsk. Ce n'est pas juste le petit événement, c'était vraiment avec beaucoup d'alliés.
c'était Autriche, et Allemagne et Ukraine. Tout à fait. Et l'Empire ottoman avait reconnu aussi Oui. des choses de ce côté-là, même s'ils ne sont pas intervenus de la Oui, même ils ont manière. reconnu, ouais, c'est vrai. Et Bulgarie? Ouais, de ce que je vois, la Bulgarie aussi, tout à fait. Quoi qu'il en soit, du coup, voilà, on est toujours en février et l'Empire russe a gagné beaucoup de terrain sur l'Ukraine. Et donc, il va falloir réagir pour le côté allemand et Autriche-Hongrie. Mais avant de vous parler de cette contre-attaque, j'aimerais juste mettre un peu plus en détail comment est-ce que les Russes sont opérés pour récupérer l'Ukraine. Et puis, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Déjà, ils ont fait un ultimatum dans lequel ils revendiquaient la côte frontalière vers la mer d'Azov, incluant plus ou moins des zones de la Crimée également, le Donbass et les zones industrielles avoisinantes. Ayant fait cette demande, on a bien vu que le Rada central, eux, ils ont proclamé une indépendance, ce qui était à l'encontre de ce qu'ils voulaient. Alors, ils voulaient aussi, en l'occurrence, imposer une certaine politique en Ukraine, et notamment le fait d'avoir plus de pouvoir et donc pas d'indépendance pour l'Ukraine. Et des indemnités militaires, ça, on s'en fiche un petit peu. Vu que ça n'a pas marché, intervention militaire. Comment est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déclaré des républiques autonomes et indépendantes dans différentes villes d'Ukraine, aidées en effet parfois par le peuple, hein, qui était en partie conquis par certaines idées du tsar, et puis également par des Russes directement envoyés sur place. Et puis, ils ont fait une invasion dans laquelle ils sont allés jusqu'à Kiev. Alors, disons que si on compare à 2022, ce coup-là, au moins, heureusement, voilà, en 2022, ils n'ont pas réussi à prendre Kiev, mais on voit bien à quel point, en fait, ce qu'on voit actuellement n'est qu'une redite de ce qui s'est passé à l'époque, à peu de choses près. Et bref, tout ça pour en arriver dans une situation où si le traité de Brest-Litovsk doit être appliqué, eh bien, l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne n'ont plus d'autre choix que d'intervenir militairement pour rendre aux Ukrainiens leur territoire, pour qu'ils puissent ensuite en exploiter les grains. Et donc, ils vont intervenir militairement, et en fait, en 11 jours, ils vont récupérer l'ensemble des territoires de l'Ukraine et chasser l'armée rouge de la région. Donc là, on est quand même sur une assez grosse défaite russe qui, à la fin de ces 11 jours, là, on est fin avril, vont eux-mêmes signer le traité de Brest-Litovsk. Et donc, c'est là où ce que je disais tout à l'heure sur les frontières de la Révolution rentre vraiment en jeu, puisque, d'une certaine manière, signer ce traité mettra une frontière à l'ouest, en tout cas du côté ouest, à la révolution russe. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui va être un peu traumatique pour la Russie. Et on a une première tentative d'indépendance de l'Ukraine qui commence à prendre forme. Alors, pour des raisons politiques, et notamment après autant de guerres et de conflits, c'est difficile pour l'Ukraine de livrer tous les grains qu'elle a promis sans mourir de faim de son côté à elle. Bref, les Allemands et l'Autriche-Hongrie ne seront pas complètement satisfaits de ce qui se passe en Ukraine. Ils vont mettre en pause, d'une certaine manière, le gouvernement là-bas, qui au final reprendra le dessus. On ne va pas rentrer trop dans le détail de cette pause sur le Rada central. Et on va terminer avec l'année 1918 sur le fait que dans la fin de l'année 1918, eh bien, il y aura une guerre entre l'Ukraine et la Pologne. Alors, on a la Pologne qui apparaît ici, bien sûr, pour tous ceux qui connaissent bien la Première Guerre mondiale. Vous savez que là, fin 1918, en fait, on a une dislocation de l'Empire austro-hongrois, parce que c'est la fin de la Première Guerre mondiale, de 14-18. Et donc, on a une instabilité militaire qui apparaît dans la région, notamment, on le verra par la suite, sur le fait que c'était aussi ces empires qui assuraient la protection de l'Ukraine. Quoi qu'il en soit, on a donc la Pologne qui apparaît, qui, à cette époque-là, est tout aussi impérialiste que les autres. Elle a beau être jeune, elle veut s'étendre déjà. Et elle va donc profiter de la situation compliquée pour essayer de récupérer la zone de l'Ukraine de l'Ouest. On vous montrera une carte un peu plus tard sur ce qu'est cette Ukraine de l'Ouest. Et elle va plutôt bien réussir à avancer, l'Ukraine de l'Ouest, faisant du coup un appel au Rada central, donc à la zone de l'Ukraine orientale, pour demander une union, en fait, alors d'abord pour demander de l'aide, et on verra que ça pourra déboucher ensuite pour une union. C'est compliqué pour l'Ukraine centrale qui, elle, accepte cette demande d'aide sur le papier, mais en pratique ne va rien faire, tout simplement parce que
La Pologne est aussi déjà en guerre contre les bolcheviks, l'Ukraine centrale aussi, et donc l'Ukraine centrale n'a pas très envie de rentrer en guerre contre la En Pologne sachant à cette aussi époque-là. que aussi, ces périodes quand ils ont repris le pouvoir, en fait, c'est important aussi de mentionner aussi ici que dans le milieu d'Ukraine même, c'est le leçon que les Ukrainiens ont quand même tiré de cette époque, il avait un autre homme qui s'appelle Skoropadsky, c'est Hetman, il a repris le pouvoir à un moment donné de Rada centrale. Donc, C'est ça, c'est la période dont je parle où l'Allemagne et l'Autriche n'étaient pas satisfaits et voilà, ont oui. mis ce pantin à la Donc, place. c'était l'époque quand le Rada central a fait son réunion et hop, les portes s'ouvrent, on rentre là-bas, lever tous les mains, c'est bon, vous n'existez pas. Maintenant, c'est voilà, Monsieur Skoropadsky qui prend le pouvoir. Donc, heureusement que l'Ukraine a tiré le leçon, comme j'ai dit, et cette fois-ci, ils n'ont pas fait beaucoup des débats autour des gens politiques quand la guerre a commencé, même si ceux qui ont détesté Zelensky, ils ont fermé là et ils ont commencé à faire ce qu'il faut faire pour aider au front, etc. Ça c'est un bon point qu'on peut enregistrer. Voilà, et donc dernière partie sur cette année de 1918 qu'on voit ici illustrée en photo, en tout cas on voit le wagon illustré en photo, c'est l'accord de préunification du 1er décembre à Fastive, dans lesquels l'Ukraine de l'Est, l'Ukraine centrale plus précisément, et l'Ukraine de l'Ouest annoncent vouloir s'unir. Voilà, donc ce qu'on voit sur les photos, c'est une station, la gare, où ils ont rencontré l'Est et l'Ouest, Les les représentants. représentants l'Est et l'Ouest, et signé un pré-accord, on peut dire, pour l'unification. Ce qu'on va voir justement maintenant, 22 janvier, c'est la journée unification. Est et Ouest qui était célébrée à Kiev sur la place de Sofia. Selon les différentes estimations, on dit si on peut comparer cette manifestation à une manifestation existante plus moderne, on peut le comparer avec une révolution de 2013. Donc, ça fait environ 1 million des gens qui ont venu sur cette place pour célébrer ces grands événements. On veut dire, on savait tous quelque part que c'est quelque chose de très fragile, c'est quelque chose qui doit être protégé et peut-être on va faire la guerre, etc. Mais les gens étaient tellement en euphorie parce que ça fait des siècles qu'ils étaient séparés par deux empires et là, on dit qu'à Kiev, on vous réunit ensemble tous les terres de l'Est et l'Ouest. Waouh, c'était quelque chose de très très fort pour les Ukrainiens. Donc il faut noter que donc là le 22 janvier, hein, on l'a déjà vu, le 22 janvier 18, indépendance avec le Rada central, et là le 22 janvier 19, unification des deux moitiés. Je pense qu'on peut quand même mentionner que cette unification, elle a quelque chose d'idéaliste, parce qu'hélas, en 1919, on est quand même dans une période où territorialement, l'Ukraine est déjà plus que menacée. On a du côté de l'Ouest les Polonais qui sont en train de clairement gagner la guerre et de rentrer très profondément dans les territoires de l'Ukraine de l'Ouest pour les récupérer. On peut voir ça comme quelque chose de triste. J'aimerais quand même mettre en petite parenthèse que, au final, pour les gens qui étaient là-bas, ça les protégera de l'Holodomor qui aura lieu 10 ans plus tard et qui, de ce côté-là, du coup, n'aura pas lieu. Et puis, du côté de l'Ukraine centrale, on a déjà les bolcheviks qui reviennent à la charge. Donc, cette indépendance et cette unification qui est surtout mentionnée aujourd'hui, elle est très théorique et les Ukrainiens savent qu'en pratique, elle va être difficile. Ils veulent l'énoncer tant qu'ils en ont la possibilité, en sachant qu'elle n'est pas forcément
si simple à Mais quand assurer. même, c'était très important parce qu'ils ont basé cette idée de indépendance et l'unification qui a servi pour les générations futures pour se battre et faire leur combat sur le front culturel, pas juste sur le front d'armée, mais beaucoup dans le mouvement, ce qu'on appelle les renaissances fusil. On fera une vidéo sur la Renaissance Fusée, oui. fusillée. Et dans l'année 60, quand les poètes, les artistes se révélaient dans le mouvement culturel, et c'était toujours le point de départ quelque part pour eux, de dire que mais on a eu notre indépendance, on est la nation, on a notre terre, on est les Ukrainiens, on a le droit. C'est-à-dire que la nation a commencé à se doter de frontières qui étaient maintenant bien définies, qui étaient maintenant claires. Alors, bien définies pour des frontières, c'est toujours quelque chose de difficile à dire, puisqu'entre la théorie et la pratique, on a quand même encore des écarts, mais il y avait un idéal de frontières existant. Et donc, on va revenir maintenant sur l'aspect plus conflictuel de cette année 1919, dans lesquelles les choses ont bougé à une vitesse incroyablement rapide. Donc on est en 1919, il n'y a plus de support de l'Allemagne qui a perdu la Première Guerre mondiale, qui n'a même plus vraiment le droit d'avoir d'armée avec tout ce qu'on connaît comme conséquence par la suite. L'Autriche-Hongrie a été démantelée en plusieurs pays, donc comme on a dit, incluant la Pologne qui attaque du côté ouest. Et on a du côté est l'armée rouge qui attaque également. Alors là, ce coup-là, ils s'amusent un peu moins avec des républiques indépendantes et ils attaquent directement les Ukrainiens. Et c'est une attaque qui va marcher assez bien, assez vite. Ils vont récupérer encore une fois la totalité ou quasi la totalité du territoire très rapidement. C'est pas la fin pour autant, puisqu'on va avoir donc cette Russie et cette Pologne qui se rejoignent en ayant donc vaincu les Ukrainiens. On a aussi l'armée blanche, donc comme on a dit, ces contre-révolutionnaires qui ont leur territoire et qui vont eux aussi reprendre la zone complètement à l'armée rouge dans l'année en question. Je le mentionne notamment pour le fait que c'est quand même une période où il y a eu beaucoup de pogroms et de massacres contre les juifs. C'est vrai qu'il y a eu des participations de nationalistes ukrainiens là-dedans, mais c'est quand même des mouvements qui ont été une marque assez forte de l'armée blanche qui, dans son sillage, fonctionnait comme ça, avec ce genre de massacre. Et donc, voilà, juste je voulais mentionner la responsabilité de l'armée blanche dans les événements qui se sont passés à cette époque-là. Ça n'a pas duré très longtemps puisque l'armée rouge reprend la main avant la fin de l'année sur l'ensemble des territoires de l'Ukraine. Et là, on va avoir une stabilisation de la frontière pour ce qui va être d'un côté la Pologne et l'autre l'URSS pour les années à venir. Et donc là, voilà, on arrête le territoire une première fois. Par rapport aux pogroms, sachant aussi qu'il avait le document qui dit que Rada centrale est même interdit à un moment les pogroms. Il avait aussi l'histoire que un d'officiers de Petlura, il voulait calmer une grève, on peut dire une manif, où c'est que pratiquement les juifs qui a participé, et il a carrément les fusillés, tué, puis Petlura le condamné. Il est très fort, hein, justement, mais ce fait-là, en particulier, le propagande russe a pris et dit que, vous voyez, Petlura, il fait les pogroms. Alors que Petlura a condamné celui qui a fait les pogroms. Ils ont utilisé ce fait-là et puis ils ont passé cette propagande à l'étranger. Et on a maintenant, j'ai vu les magazines, journal de cette époque, de passer que voilà, les Petlura, ils sont armés, fait les pogroms de juifs, etc. Donc, ils ont utilisé très fort cette image-là. Et Petlura a essayé en plusieurs reprises de dire que arrêtez, ne faites pas. Central Narada est passé le loi
exprès le document que c'est interdit de faire les pogroms, mais bien évidemment, aucune information maintenant sur ça. On n'a que l'information sur la propagande russe. Je mentionnerai aussi, même si ça n'excuse évidemment rien, ça l'explique, oui, bien sûr, c'est que c'était un mouvement, ces pogroms anti-juifs, qui était loin d'être spécifique à Kiev, à l'Ukraine. C'était des choses, si vous connaissez la période, qui étaient présentes dans toute l'Europe et qui étaient les prémices à ce qui allait ensuite être fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ce racisme sous-jacent, ni excusable ni justifié, était quelque chose de plus général que simplement quelques événements en Ukraine. Donc voilà, on passe sur la partie URSS où on aura des vidéos pour couvrir certains des événements assez importants qui se sont passés en Ukraine dans cette période, mais ça s'éloignerait du sujet de cette vidéo pour l'instant. Et donc on va arriver maintenant sur la fin de l'URSS, alors pas le 91, on va d'abord revenir simplement en 90, qui est donc la période évidemment, il faut dire que pendant l'URSS, justement, on connaissait rien du tout. Cette fête n'existe pas, bien sûr. Elle a été totalement interdite et même à l'école, on ne l'apprenait pas, donc elle était censurée. En fait. Oui, et en plus, tout ce qui était lié avec Petlura, c'était le traître. C'était quelqu'un qui vraiment montrait au peuple qui est pire des choses dans le monde, en fait. Donc, pendant l'Union soviétique, on n'en parlait pas. Et juste avant que l'Union soviétique est cassée, quand elle a déjà commencé à perdre en influence, en maîtrise de ses territoires annexes, on a eu ce flash mob. C'est ça. Donc le 21 janvier 1990, alors pourquoi 21 janvier et pas 22 janvier? C'est plus facile de réunir le monde un dimanche, et le 21 janvier était un dimanche. Eh bien, il y a eu une grande célébration dans toute l'Ukraine, mais quand je dis grande, je pense que vous allez prendre la mesure d'à quel point on parle de grande ici, pour célébrer cette unification avec une chaîne humaine qui a été mise en place. Alors, une chaîne humaine à mettre en place avant Internet, c'est un petit peu compliqué, et pourtant, en fonction des témoignages et des différents documents qu'on peut trouver, il y a entre 500 000 et 3 millions de personnes qui ont participé à cette chaîne humaine, qui a dépassé les 770 km et qui a relié Ivano-Frankivsk à Kiev. On va vous montrer le tracé sur le pays de cette chaîne humaine. J'espère qu'on pourra un jour avoir des témoignages plus directs de gens qui ont connu cet événement. Donc, c'était 71e anniversaire de l'acte d'unification qui n'était jamais célébré. Mais il avait l'association en Ukraine populaire qui associant au but de garder le mémoire de nation, il s'appelle Mémoire de nation ukrainienne, association qui a organisé cette flash mob, cette manifestation si vous voulez. Donc selon les différentes sources, on a dit que les Russes de leur côté disent que c'est 450 000 personnes qui ont participé, sauf que quand on prend les autres sources, c'est jusqu'à 3 millions de personnes qui ont participé à ce mouvement. Et 3 millions de personnes, comme on va le voir, de toute l'Ukraine, pas juste les gens qui habitent dans les villages à côté de là où la ligne passait. Oui, donc cette chaîne que vous pouvez voir un petit peu le bout, comment les gens ont mis l'un avec l'autre. Non, reviens s'il te plaît. Elle a dépassé 770 km/h, donc elle a commencé... Kilomètres. Pardon. Il a commencé dans une ville qui s'appelle Ivano-Frankivsk, c'est à côté ouest. On va le voir sur la carte. Oui, on va voir sur la carte. Après, il a continué il a passé par plusieurs villes jusqu'à Kiev. Donc, de Ivano-Frankivsk jusqu'à Kiev. On peut passer. Donc ici, on peut voir un petit peu comment c'était à Kiev. Donc les gens, toute la ville
ville, tous les petits villages qui sont à côté. Ils ont pris les drapeaux, ils ont tenu par les mains. On peut passer, ça c'est Lviv, donc on voit les gens qui même pas dans la ville ici, c'est le tram qui passe, c'est banlieue ou à côté de la ville, et la photo qui est à droite, c'est dans la ville, dans le centre-ville, donc il y avait, bien sûr dans le centre-ville, il y avait plus des gens. J'aimerais bien avoir les témoignages, ceux qui ont participé. Ça c'est l'organisation. Donc, c'est ce qui t'a surpris, en fait, comment c'était organisé. Et justement, ça m'a surpris aussi parce que eux, ils ont commencé à organiser cette flash mob depuis septembre. Et après, 4 mois avant l'événement. oui, après chaque mois ou même chaque 2 semaines avant l'événement, ils ont rencontré régulièrement tous les représentants de toutes les régions d'Ukraine pour préparer qui va où, qui va faire quoi. Et sur cette photo-là, sur une affiche, d'abord, on voit ici pour la région de Lviv, la région de Lviv et la région de Ternopil. Donc, c'est deux villes qui suivent la chaîne à côté. Et on va voir ici tous les campagnes, les petits villages par lesquels la chaîne passe. Donc, les gens ont eu le plan concret. Et sur la photo, on voit ici, vous voyez la flèche où écrit Ternopil. Donc, c'est pour montrer aux gens la direction où la flèche, où cette chaîne va tourner après. Je trouve que c'est quand même incroyable comme organisation. Réussir à organiser pour autant de personnes avant l'Internet, avant les smartphones, avant tout ça, on ne se rend pas forcément compte aujourd'hui de la quantité de coordination qu'il faut, la quantité de voyages qu'il faut, bref, l'effort demandé pour ça. Donc ici, c'est important de voir que Kharkiv, la ville qui est plus à l'ouest, et Donetsk ont participé, les représentants, les délégations, les groupes ont venu carrément participer à cette chaîne. Voilà, c'était vraiment toute l'Ukraine qui était impliquée et pas juste, comme on a dit, les régions. Même si la chaîne est passée par plutôt ouest jusqu'à Kiev. On va le voir juste après. Ouais. Donc ici, on voit Rivne, Jytomyr, comment ça se passait dans chaque ville. Et là, justement, la carte. Oui. Donc là, sur la carte, ce qu'on voit ici en rouge, en pointillé, c'est justement la taille de cette chaîne humaine. Hein. Donc, on se rend bien compte que c'est une chaîne qui est plus que conséquente à l'échelle d'un pays. Donc, on est quand même sur un mouvement de flash mob qui a une signification à ce niveau-là impressionnante. Et là où la carte est bien faite, c'est qu'elle peut aussi nous servir un petit peu de résumé de tout ce qu'on vient de vous dire, puisque on a en jaune ici la frontière telle que initialement prévue par les Universals à la fin de ce que les Radas centrales avaient signé comme frontière pour leur première envie d'indépendance. Et on a en rouge ici les frontières telles que reconnues depuis 1991 à l'ONU. Et puis vous voyez en vert le territoire qui était marqué comme étant celui de l'Ukraine de l'Ouest avant l'unification qui est indiqué. Donc là, on revoit un petit peu toute l'histoire sous nos yeux de cette Ukraine qui apparaît, puis qui est reconquise et puis qui se rematérialise. Ce qui fait hors de les Russes, quand tu vois ça, que c'est les territoires russes maintenant, mais jamais Ukraine a dit que allez, c'est notre si l'Ukraine avait la même façon de penser que les Russes, il pourrait aujourd'hui revendiquer toutes les zones jaunes que vous voyez ici. Les Biélorusses eux-mêmes pourraient ne pas dormir tranquilles. Parce que c'est les ans, il faut savoir que c'est les ans où les gens parlaient ukrainien. À l'époque, donc il y a 100 ans en arrière, jusqu'à une soviétique qui n'est pas russifiée à tout le monde, même j'ai le témoignage de Victoria, la prof d'anglais, elle a dit qu'elle a parlé avec un ami qui à l'époque à Voronezh, et il dit que bah, tiens, elle a fait écouter ou elle a chanté une chanson ukrainienne, et cette amie elle dit mais tiens, ma grand-mère qui habite à Voronezh, il m'a chanté cette chanson ukrainienne, en fait. Bon, mais bon, aujourd'hui, les revendications sont bien sur les frontières rouges. Oui. Comment est-ce qu'on célèbre aujourd'hui, du coup, cette journée du 22 janvier ?
Ça, c'est pas encore aujourd'hui. Ça, c'est les Ah, manifestations qui a fait la suite de Flash Mob. d'accord. Justement, donc, les gens ont fait le flash mob et puis ils ont se réunis sur la place. Comme c'est le dimanche, donc bien évidemment, c'était plus pratique pour eux de faire le manif en ce moment-là. Et donc, on voit ici la place de Sofia. À côté, juste la photo de Tchernihiv. Je crois donc dans chaque ville, même les villes qui n'ont pas participé à la chaîne, dans la chaîne, ils ont fait la manifestation sous les drapeaux jaune et bleu pour manifester ça avant même que l'Ukraine a obtenu son indépendance en 1991. Donc, c'est 1990. Ça, c'est aujourd'hui. Comment on célèbre aujourd'hui, les Ukrainiens célèbrent aujourd'hui cette fête. Donc, bien évidemment, avec beaucoup de drapeaux, avec beaucoup de gens. On voit aussi Sofia là-bas. Et on voit les caravailles, donc les vêtements traditionnels, tout ce que lié en culture ukrainienne, on voit pendant cette fête. Tu peux, next slide. Les photos qui m'ont impressionné personnellement, c'est de gros drapeaux. Je ne sais pas comment ils ont cousu ça, les gens qui le tiennent, c'est énorme. On voit les perspectives ici, je trouve que c'est incroyable quand même. On voit aussi que même dans l'école et dans pas les crèches, mais les l'école, garderies. oui, où il y a les petits enfants. Ah, bah, Dès le l'école, c'est de petit, l'école oui, élémentaire. on fait des choses autour de cette fête aussi. On essaie de faire les trucs manuels, des arts On fait valoir les plastiques, couleurs voilà. bleues et jaunes sous toute forme de travaux manuels et de drapeaux Ouais, donc possibles. c'est vraiment devenu une grosse fête, grande fête nationale. Quand moi, j'ai vécu en Ukraine, on n'a pas célébré cette fête. Moi, je ne me rappelle pas de cette fête. C'est pas existé à mon mémoire, à Kharkiv. Peut-être plus en Ouest, ça a plus manifesté. Voilà. Mais maintenant, ça devient plus en plus fort. Voilà. Petite conclusion du coup sur tout ce qu'on vient de voir, en tout cas pour l'aspect historique des choses. Cette fête de la célébration donc, de l'unification de l'Ukraine du 22 janvier 1919 et puis un peu du coup du 22 janvier 1918 avec l'indépendance, elle vient surtout fêter un idéal. Comme on l'a vu quand cette indépendance et surtout quand cette unification ont été proclamées, la certitude quant au futur de l'Ukraine était vraiment assez sombre. Et au final, on a proclamé un idéal qui s'est retrouvé du coup aujourd'hui être celui que l'Ukraine défend toujours 100 ans, plus que 100 ans plus tard. Et on dira qu'elle le défend toujours contre le même agresseur d'ailleurs. Et maintenant, c'est plus idéal. Mais maintenant, ça n'est plus un idéal, puisque comme on l'a vu sur l'une des dernières cartes, même si les frontières ont un petit peu bougé par rapport à 1919, eh bien, on reste quand même globalement dans la même forme de pays. Et c'est ça que les Ukrainiens essayent de défendre encore aujourd'hui, hélas, par le sang et par les armes. Donc, quand cette fête est célébrée aujourd'hui, voilà, je ne sais pas s'il y a un aspect militaire qui est donné actuellement. Actuellement, très très probablement. Mais ça sera probablement le cas à l'avenir, on va dire. Le cas, oui. On en parle. Parce En tout cas, c'est un pas. jour férié, un peu comme le 14 juillet. Oui. Alors, on rapproche plus le 14 juillet français au 24 août ukrainien, mais le 22 janvier a un statut au final assez similaire pour cette nation. Juste pour revenir sur le nom, c'est indiqué sur notre article l'unification et la liberté. Donc, avant, c'était la journée, juste journée de unification, mais après, on a ajouté le mot la liberté parce que la journée de la liberté, elle était en novembre, en octobre, quelque part là-bas. Et puis, on a décidé de les mettre ensemble et annoncer la fête et l'unification et la liberté parce que c'est le message assez fort et cette unification, elle est liée à la liberté. C'est
tout ce qu'on avait à vous dire sur le sujet. On vous met à la fin des slides les sources qu'on a utilisées pour toutes ces présentations. Alors, on les a découpées entre des sources en français et en ukrainien. Je me doute que, en fonction de votre niveau d'ukrainien, toutes ne vous seront pas aussi accessibles. Quoi qu'il en soit, ces slides, eux, seront accessibles. On vous les mettra dans la description de la vidéo. Oui, vous pouvez les télécharger et est-ce qu'on va le mettre peut-être en format de PowerPoint pour que les gens Oui, là, puissent ce le sont copier? des. Oui. On vous les mettra en PDF ou en PPTX, je ne sais pas encore. Quoi qu'il en soit, On va essayer. usez-les, réusez-les, réutilisez-les. C'est des slides qui n'ont Ouais, pas vocation à être on va essayer un PPTX propriétaires. pour que les gens puissent les Et modifier ben, comme on ils vous les veulent. donnera en PPTX, on s'en fiche. C'est du Google Drive, on peut les exporter sur beaucoup de choses, même si j'aime pas les technos propriétaires. Elle a au moins cet avantage ici. Quoi qu'il en soit, merci de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas non plus à aller voir donc le ticket, le billet sur l'article qu'on a rédigé sur notre site, qui peut aller plus loin sur certains aspects que cette vidéo, et puis qui sera illustré un petit peu différemment également. Donc voilà, Surtout, merci de votre attention. Oui, surtout contactez-nous si vous avez quoi à dire, quoi à raconter par rapport à n'importe quel aspect de la culture ou histoire concernant Ukraine. On peut enregistrer la vidéo ensemble et ce sera bien enrichissant pour notre public français, ce qu'on vise. Notre objectif, c'est augmenter les connaissances des Français par rapport à l'Ukraine, la culture ukrainienne, et pour qu'on puisse s'éloigner de la propagande russe et savoir la vérité, tout simplement.